Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On s'intéresse aujourd'hui au secteur de l'hôtellerie, restauration, café, mais pas seulement, les discothèques aussi qui sont concernées. Vous vous souvenez, on a traité ce sujet très régulièrement pendant la crise Covid, sur les difficultés évidemment d'ouverture, de fermeture, sur les difficultés de recrutement et sur les négociations qui étaient à l'époque en cours pour l'augmentation des salaires. C'est acquis, mais il y a d'autres revendications aujourd'hui sur les conditions de travail. On en parle avec mes invités. Pascal Mousset est avec moi. Vous étiez déjà là il y a quelques mois, justement pour nous informer, je dirais, en temps réel presque, des négos. Vous êtes le président du GNI Paris-Île-de-France, à la tête de très beaux établissements, pour ne pas les citer, comme chez Françoise, par exemple, parce que c'est vous qui êtes aux manettes et qui accueillez, toujours avec une très grande élégance, faut-il le préciser. Vous nous raconterez où en sont ces négociations, parce que les conditions de travail restent un peu une pierre d'achoppement entre les salariés et les professionnels. Avec nous, Nicolas Mancret, vous êtes avocat en droit social, vous êtes déjà venu nous parler de ce sujet, savoir concrètement où on en est, que dit le droit sur cette question. Et puis Florent Malbranc, vous êtes cofondateur et PDG de Brigade. Vous avez retiré le... On a retiré le plus international. Pour faire Brigade. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une structure en fait, qui met en relation les professionnels, les patrons, avec des indépendants. Vous vous situez quoi? Comme une agence de recrutement? Comment vous définiriez? On est apporteur d'affaires pour des professionnels à leur compte, qui ont des compétences et qui souhaitent les valoriser auprès de clients, que sont les restaurateurs. D'accord. Donc les personnes qui sont dans votre fichier, ce sont des professionnels? Ce sont des professionnels qui sont à leur compte, ce qui veut dire qu'ils sont en effet indépendants sous différentes formes, et ils font de la prestation de services auprès d'entreprises que sont des restaurateurs, des hôteliers, des traiteurs ou autres. Ouais, non, mais c'est important que vous nous l'expliquiez. C'est pour ça que je vous lançais sur l'idée que vous n'étiez pas une agence de recrutement traditionnelle. On pousse la porte, bonjour, je suis serveur, trouvez-moi un job dans les 15 jours. C'est pas ça le sujet. Ce sont des professionnels donc qui ont mis en veille leur restaurant, qui non. Quand je dis des professionnels, c'est des gens qui ont de l'expérience. D'accord, non mais voilà. Professionnel, ça veut dire, chez nous, ça veut dire talent, en fait. Personne qui travaille dans l'hôtellerie-restauration. Par contre, on a des anciens restaurateurs qui travaillent avec nous dans des périodes d'entre-deux. Ça arrive. On ne va pas faire toute l'émission sur votre entreprise, mais comme c'est un peu nouveau dans le secteur hôtellerie-restauration, qu'est-ce qui vous distingue d'une entreprise, d'une agence de recrutement ? Plein de choses. Déjà, le modèle économique et de la prestation de service, et surtout la façon de fonctionner. Il y a 5 ans, on lance le projet. Moi, j'ai investi dans plusieurs restaurants, donc j'ai bien mis les mains dedans. Vous connaissez l'économie du restaurant. On connaît l'économie de la restauration, et c'est justement en partant de ce constat, on se dit, en fait, je ne comprends pas. D'un côté, il y a des restaurateurs qui se plaignent de ne pas trouver du personnel qualifié, que ce soit à la dernière minute, que ce soit pour des prestations ponctuelles ou plus longues. Et de l'autre côté, en fait, et c'est là où on est allé creuser, il y a des gens qui ont envie de travailler, mais qui ne sont pas contents de la rémunération, des conditions de travail, de l'accès au travail, et qui disent ça ne convient plus du tout à mon mode de vie actuel. Un exemple tout simple, je suis maman depuis peu longtemps, j'ai des enfants en bas âge, je ne peux pas travailler tard le soir. Voilà. Et donc je quitte l'industrie. Et c'est ce qui se produit depuis toujours, c'est pour ça que ça fait quasiment 10 ans qu'on manque de 100 000 personnes dans le secteur, qu'il y a 300 000 personnes qui ont quitté le secteur depuis quelques mois. Et donc on a voulu réparer ça. Et pour réparer ça, il faut apporter une solution. Une solution, c'est forcément quelque chose de nouveau. Et donc on a décidé de sortir du cadre de ce qui existait jusqu'à présent et d'apporter cette solution technologique, certes, mais au service à la fois des restaurateurs et à la fois des talents. Des solutions, c'est-à-dire vos talents sont embauchés en CDD ou ils sont indépendants? Non, ils sont indépendants. Non, mais c'est important de le dire. Donc ça veut dire qu'ils sont auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs pour le dire simplement, à 80%, et vont facturer leurs prestations de services sur la durée de la mission. Il n'y a aucune différence avec un designer ou un développeur qui viendrait dans une entreprise apporter ses compétences ponctuellement pour un besoin. La mission moyenne... C'est important de l'entendre. C'est très très important. La mission moyenne chez Brigade, c'est 1 jour et demi. C'est très très court. On n'est pas là pour détruire du CDI, on n'est pas là pour remplacer le personnel du restaurant, on est là pour apporter, pour connecter quelqu'un qui va apporter une aide, un renfort pendant un moment. Ce qui est disruptif, c'est que vous avez intégré il y a 5 ans l'idée que ce métier et les salariés voulaient changer de vie, devaient changer parce que vous y êtes passé, que vous avez fini à minuit et demi en train de balayer le resto et nettoyer la cuisine et de le fermer à 1h30 du matin, et ça, vous l'avez vécu. Juste un mot avant de rentrer dans les détails des négos, parce que c'est aussi l'objet de notre émission. Ça vous séduit, cette formule-là? C'est-à-dire que c'est plus un salarié que vous prenez en CDD avec une petite période d'essai, c'est quelqu'un qui vous dit « moi, je suis indépendant, on se facture, donc je suis très libre aussi ». Ce que propose Florence et d'autres entreprises le proposent aujourd'hui, je parle sous le contrôle de maître, à la limite du droit du travail, c'est-à-dire que
Il faut être très prudent. Quand on a une brigade, on peut ajuster quand il y a un surcroît d'activité avec ce type de prestation. On ne peut pas construire un business plan autour de collaborateurs qui viennent travailler dans le cadre de missions. Ça reste quand même un ajustement à un surcroît d'activité. Ils viennent compléter une ou équipe. à une prestation événementielle. Donc, Il a l'air pour les restaurateurs, c'est un service qui existe parmi d'autres. On peut aussi travailler à l'ancienne, comme je fais moi. J'ai une liste, C'est ce que je vais vous demander, une quinzaine de collaborateurs qui sont d'anciens collaborateurs ou des jeunes que j'ai en apprentissage. Vous les appelez. Et j'ai une liste et je sais leur dispo, s'ils sont dispo le week-end, la semaine, le matin. Et en fonction de leur dispo, ils ont besoin d'avoir un deuxième job à côté de leur job actuel. Ils viennent me dépanner quand ça m'arrange. Après, des plateformes proposent ce service moyennant rémunération. Et je trouve ça très bien. L'important, c'est de pouvoir assurer le service et que le frein au recrutement ne détruise pas le business. Aujourd'hui, au printemps qui vient, j'ai des entreprises qui me disent ne plus prendre, ne plus accepter de devis, ne plus rentrer de business pour mai-juin, parce qu'ils n'ont pas les ressources humaines, et Florent me le confirmera, pour faire face aux demandes clientèle de mai-juin. Parce qu'on sait, mai-juin, il y a 2 pics dans notre année à Paris. Je parle de Paris, ce que je connais. Il y a décembre et juin. Ouais. Et vous avez une demande de personnel énorme. Les traiteurs nous en prennent beaucoup sur des événements sportifs ou des événements culturels. Le mariage. Voilà, il y a Roland-Garros, il y a un tas d'événements. Une année sur 2, il y a le salon de l'aéronautique. Et on sait qu'il n'y a pas le personnel. Donc la problématique, et la brigade est utile à ce moment-là, ou des entreprises... Pour venir compléter ponctuellement sur 15 jours. Exactement, pour les surcroîts d'activité, les pics. Nicolas Monqueray, parce que vous êtes interpellé, là je vous ai vu, on est entré finalement dans un cœur de débat, je pensais qu'on allait être un peu plus dans le contemplatif, là vous dites on est aux limites du droit du travail. Qu'est-ce que dit l'avocat ? L'avocat il dit que le droit du travail ne va pas vraiment aider les professionnels de ce secteur à court terme. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des négociations collectives qui ont été engagées, on va en parler tout à l'heure. Exactement. Et qui quand même ont résonné très fortement sur le secteur, puisqu'on a annoncé les fameux 16% d'augmentation de la grille salariale, et il va falloir les assumer. C'est sur cette branche professionnelle, mais il n'y a pas qu'elle, puisque derrière, vous avez la branche professionnelle des cafétérias et de la restauration rapide, qui attendent un peu au coin de la rue. Bah oui, eux aussi, ils sont au guichet. Et ils regardent l'issue de ces négociations et se disent ça va peut-être être notre tour. Ça, c'est le premier écueil. Enfin, c'est pas un écueil, c'est une négociation. Mais sur le modèle de l'indépendance et de l'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Sur l'indépendance, le droit du travail est toujours un peu à la traîne. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui caractérise un contrat de travail d'une prestation de service ? C'est toujours 2 critères. C'est le lien de subordination et puis c'est la dépendance économique. Alors, sur le lien de subordination, il est sûr que le prestataire qui travaille, on va quand même lui demander de faire une tâche précise et déterminée par le restaurateur. Peut-être que, précisément parce que vous l'avez dit, l'intervention est ponctuelle et qu'elle va s'échelonner dans le temps à la demande du prestataire et non pas du restaurateur, on va échapper à la requalification du contrat de travail parce qu'on n'aura pas la dépendance économique. Il peut y avoir un risque. Il y a ce risque. Vous savez, les risques se mesurent toujours sur un élément d'appréciation factuelle au cas par cas. Une réponse et les négos, parce qu'on va rentrer dans le dur. J'allais dire, on va pas passer toute l'émission sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est un point important. Vous doutez bien que notre arrivée n'a pas fait plaisir à tout le monde. Oui, on est passé j'entends. un grand nombre de fois devant la justice et qu'on a des discussions régulières avec les URSSAF. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'on est intégré à la plateforme, à l'API de l'URSSAF, ce qui nous permet de télédéclarer en fait les prestations et les charges des indépendants, ce qui prouve qu'on a quand même une relation plus que forte avec les URSSAF. Et deuxièmement, comme je le disais, on est passé un certain nombre de fois devant la justice. On n'a jamais eu une seule condamnation. On a toujours gagné. Les concurrents qui nous ont attaqués ont toujours été condamnés pour leur action. Comme je le disais, on est là, on n'est pas là pour remplacer du CDI. C'est important. C'est de l'appoint en fait. Vous n'avez pas été condamné, mais vos clients, est-ce que vous savez si vos clients lors de contrôle URSSAF? Je n'ai pas eu le problème des adhérents que je représente, c'est que certains ne sont pas du tout au fait du droit du travail et peuvent, pour des raisons de commodité, parce qu'ils agissent dans l'urgence, parce qu'ils ont la tête dans le guidon tout le temps et que gérer un restaurant, comme on l'a dit en début d'émission, c'est une contrainte et un stress de tous les jours et de toutes les heures. Tomber dans la facilité. Ils vont redemander la même mission aux mêmes collaborateurs X fois par semaine, et donc X fois par mois. Ça devient un CDI. Et lorsqu'ils ont un URSSAF, un contrôle d'URSSAF, on leur dit mais ce monsieur, s'il est venu 70-80 fois dans le trimestre, c'est un CDI passé à la D'où votre vigilance de dire tout de suite c'est de la Donc ça, il faut le dire. C'est dit et c'est même intégré et de l'intérêt de passer par une plateforme comme nous parce que ces comportements sont automatiquement bloqués par la plateforme. On garantit
d'une certaine façon la non-dépendance entre les deux et l'impossibilité de la régularité. De la surrépétition du même Parce collaborateur. qu'on n'est pas là, je le redis et j'en profite, on n'est pas là Ah oui. pour détruire des CDI. On a même, les indépendants peuvent télécharger depuis leur espace utilisateur la liste de leurs clients avec les numéros de téléphone, les noms, les emails, ils peuvent les recontacter. Ils peuvent très bien signer un CDI ou un CDD à un moment directement. Passer en direct, pour le dire Parce que- simplement. Exactement, parce que ce n'est pas notre métier de faire ça. C'est C'est- vraiment ouais. important. Vous ne voulez pas qu'on vous traite de Uber, d'Uberisé, Surtout pas. une forme de corporation, parce qu'il y a une forme de disruption, parce que c'est très nouveau, ce modèle. Un dernier mot, et les négos. Que finalement, cette plateforme a travaillé les deux écueils. Enfin, c'est une du petite sujet. révolution quand même. Hein. Ah oui, parce que la première chose, c'est la récurrence qui crée la dépendance, vous y répondez. Et le deuxième sujet qui peut être vu de manière agressive par l'URSSAF, c'est si le prestataire n'a lui-même pas acquitté ses cotisations. Et comme Par vous ailleurs. veillez à ce point-là, forcément, on limite le risque. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes Oui. implémenté sur l'URSSAF, parce que les choses se font dans les règles. Oui. Sinon, vous ne seriez Oui, pas... et puis même, je veux dire, on n'a pas attendu cet accord de l'URSSAF pour bien faire les choses. Évidemment. C'était pas très l'épée de important. Damoclès, c'est parce que dès le départ, vous étiez carré. Exactement. Et si on a, enfin, je le redis, on a lancé ça pour résoudre un problème. On est Mais une il est là le solution. problème, hein, il est devant nous là. Hein. Et le problème, et on va en parler, c'est ça qui est intéressant. Il y a évidemment le sujet des rémunérations. Et les conditions de Il travail. y a surtout le sujet des conditions de travail. Pascal Mousset, on a ouvert un débat passionnant parce que c'était important qu'on éclaire les téléspectateurs sur cette nouvelle forme de travail liée à l'indépendance dans un secteur qui, à l'origine, n'y était pas habitué. C'est ça qui est intéressant et qui est nouveau. Revenons finalement à la plus traditionnelle, aux négociations syndicales salariales, des organisations. 16%, nous dit Nicolas Mancret, donc les 16% sont actés. Acté depuis Dans le 1er mars. groupe de restauration et puis dans vos adhérents, vous avez plusieurs restaurants et pas des moindres. Vous avez déjà enclenché cette augmentation. Comment ça se Oui, passe? elle va se manifester sur les bulletins de salaire que nous préparons pour la semaine prochaine. Parce que le 1er avril, c'est la semaine prochaine. Et vous avez, c'est Donc là, les 16% logiciels- minimum. Hein. Ah non, c'est attention. Attention, oui, non, mais c'est pour ça que j'aimerais bien. Nous fonctionnons avec des grilles, des échelons, des niveaux. Cette augmentation de 16%, c'est ce que les médias ont retenu. Oui. C'est ce que nous, on a voulu faire passer aussi pour montrer qu'on allait dans la bonne direction. Ça ne concerne que l'échelon 1, niveau 1, c'est-à-dire l'échelon le plus bas, le moins qualifié, D'accord. qui était, alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, autour de 10 €, qui est passé à 16% de plus, quoi, un peu plus de 11, quoi, D'accord. de l'heure. Donc après, il y a un tassement. Sur les hauts de la grille, les augmentations sont moins fortes. Chef de rang. Sur des gens qui ont échelon 3, échelon 4, les augmentations sont plus de 8-9%. Quoi. D'accord, c'était le chiffre moyen qui avait été évoqué à l'issue des négociations. Donc les salariés verront sur leur fiche de paie, Oui. à quels que soient leurs échelons, les salariés de ce secteur, ça va jusqu'à la Non, tout discothèque. le monde ne le verra pas parce que tous les salariés qui étaient payés au-dessus de la grille, La grille, eux, eux ne sont pas concernés. Moi, j'ai fait un recensement, par exemple, dans mes équipes. Je crois qu'il y a 9 ou 10% des collaborateurs qui travaillent chez moi Qui qui étaient vont au-dessus. voir une augmentation parce qu'ils étaient en dessous de la grille, de la nouvelle grille. Les autres sont tous au-dessus. Ils ne verront pas d'augmentation sur la fiche de paye. alors, il y a cette négo qui a mis du temps parce que vous n'étiez pas tous d'accord, toutes les organisations patronales n'étaient pas d'accord, il y a eu quelques tensions, puis finalement, on sort par le haut par ces augmentations qui est un coup de pouce pour les salariés. On en est où des négociations? Alors celles-ci, elles sont enclenchées, mais elles n'ont pas abouti sur les fameuses conditions de travail, puisque vous l'évoquiez simplement, ce qui est de dire les salariés disent on finit trop tard, ma pause, ma fameuse coupure est trop courte, je ne peux pas rentrer chez moi. Toutes ces questions-là sont sur la table aujourd'hui. Vous en êtes où sur ce point-là? Aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans les négociations. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les entreprises que je représente, c'est des entreprises en moyenne de moins de 10 salariés. Et que faire fonctionner un restaurant midi et soir, vous doublez les brigades, vous fermez la porte. Vous mettez la clé sous la porte. Hein. C'est ça le problème. Hein. Donc, c'est impossible de multiplier par 2 les brigades. Donc, après, la coupure reste une problématique. C'est un frein. On sait que quand, en fait, le collaborateur, il nous quitte, quand il va avoir un enfant, quand il va démarrer une vie de famille. Ce qu'évoquait Florent. Hein. Et on les garde, nous, de 20 ans à 28-30 ans. Quand ils se marient, qu'ils partent en couple, ils font le choix, souvent, et c'est légitime, d'abandonner le métier si on ne leur propose pas samedi, dimanche de repos et tous les soirs à la maison. Alors on le fait pour un, pour deux, parce que quand on a des structures importantes, Mais après, on ne il peut faut pas le faire pouvoir, pour tous les collaborateurs. Bien sûr. Donc on accepte de les perdre. Après, ils vont travailler dans notre job. Et ou alors Ils restent dans le secteur ? ils viennent s'inscrire sur brigade pour compléter un job où ils sont moins bien rémunérés souvent, parce qu'ils n'ont pas forcément les qualifications pour aller chercher des jobs super bien payés. Ils vont prendre ce job-là parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Et ils complètent. Et ils complètent avec brigade.
Et Brigade les récupère comme ça pour nous les remettre le soir, un soir par semaine, quand monsieur est là pour garder les enfants, madame va travailler. Ou l'inverse. Donc en fait, c'est un emploi du temps avec des trous, quoi. En fait, nous, on recouvre des situations complètement différentes. Donc, en effet, c'est un cas d'usage. Les étudiants aussi. Moi, très, très peu pour le coup chez nous, parce que c'est quand même des gens assez qualifiés qui sont inscrits sur la plateforme. C'est sûr qu'il y a ce besoin de flexibilité, la parentalité Et de souplesse. est un vrai sujet. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein d'autres sujets, mais c'est en effet oui, on arrive vers ces 30 ans, ça fait 10, voire même parfois 15 ans qu'on travaille dans le secteur. On a besoin d'autre chose. Moi, il y a un seul chiffre. On a fait une étude, c'est pré-Covid, auprès de notre audience. Il y a 45% des gens qui travaillent avec nous qui nous disent être restés dans le secteur grâce à une solution comme la nôtre. De l'autre côté, ça sauve les fuites de cerveau, enfin les fuites de talent, quoi. Et de l'autre côté, j'ai 70% des restaurateurs qui nous disent sans vous, je suis certain que je n'aurais pas trouvé pour ce besoin ponctuel. Donc clairement, il y a quelque chose qui se passe dans cette tranche d'âge-là. On perd des talents, il ne faut pas l'oublier. C'est des gens qu'on a formés, qui ont coûté de l'argent. Et qui vont quitter le métier. Qui vont quitter le métier, qu'on a formé pour rien. Et attention, ce n'est pas propre à l'hôtellerie-restauration. On a le même phénomène dans le médico-social dans lequel on est clairement, aussi, clairement. dans l'éducation. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il faut mettre des solutions sur la table qui permettent à ces gens-là de rester dans le secteur pour lequel ils ont été formés, souvent qu'ils aiment, en fait. Ils ont envie de continuer à travailler. C'est un métier de passion. C'est un métier de passion, c'est un métier de vocation. Donc, c'est très important qu'on travaille à des solutions qui leur permettent de garder un pied, ou les deux d'ailleurs, c'est possible, dans le secteur. 2 pieds et 2 mains, parfois même. C'est assez pratique, les mains, dans ce métier. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat qui est posé sur les conditions de travail ? Parce qu'il y a quand même des sujets, même si les salariés défendent âprement leurs droits, mais les patrons ont aussi des éléments à faire valoir. C'est un peu insoluble. Il y a certains sujets sur les conditions de travail qui, objectivement, sont insolubles. La double brigade pour un restaurant, enfin, je veux dire, un chef d'entreprise vous dit c'est pas possible. Enfin, c'est pas négociable, je veux dire. Il y a 2 stades sur notre sujet. Le stade de la négociation de branche, vous venez de l'évoquer. En ce moment, hein. Oui, la branche, elle ne peut pas prendre le risque de négocier pour tous ses adhérents des conditions trop restrictives qui seraient contraires aux besoins opérationnels. Donc ensuite, quelle est la possibilité ? C'est pour les gros acteurs du secteur qui ont eux-mêmes en interne des négociations, d'essayer de voir si on peut pratiquement faire améliorer les choses. Alors on peut soit les négocier avec des organisations syndicales, soit avec des CSE lorsqu'il n'y a pas d'organisation syndicale, soit même par la voie du contrat de travail. Bon, mais assez rapidement, évidemment, on sera rattrapé soit par le normatif, soit par le sujet opérationnel. Donc en réalité, c'est quasi insoluble. Il y a le débat de la prime qui vient réparer qui justement la ne période compte pas de pour les points latence. retraite. Enfin, Voilà, bon, c'est un sujet important. D'activité. Il faut quand même, je crois, tenir compte des spécificités de ce secteur d'activité. Et vous l'avez dit, lorsqu'on rejoint le secteur de la restauration, je mets du point de vue du collaborateur, eh bien, on en accepte les règles et les difficultés organisationnelles. Pascal, votre organisation a fait des propositions et interpelle les candidats à l'élection présidentielle parce qu'il ne faut pas laisser mourir ce secteur, qui est assez large, puisqu'on vous évoquiez tout à l'heure qu'il y avait aussi la restauration rapide, qui ne sont pas la même chose que le petit café parisien avec ce service un peu particulier, mais néanmoins, c'est un secteur en difficulté. L'issue de la négo, avant de vous interroger sur les candidats, je sais que vous n'êtes pas dans la négociation, mais vous dites ça va être plus compliqué que sur les salaires. Ah oui, ce sera beaucoup plus compliqué. Hein. Aujourd'hui, nos entreprises, j'étais ce matin en visio avec les différents présidents de région de mon organisation. On est encore à moins 30% en Occitanie. Toutes les grandes villes où il y a la plus grande concentration d'entreprises, aujourd'hui, n'ont jamais retrouvé leur chiffre d'affaires de 2019. Ils vont prendre là des augmentations de masse salariale. L'énergie, on n'en parle pas, mais on n'est pas du tout inclus dans le prix, on n'est pas inclus dans le plan de résilience dont parle le Premier ministre aujourd'hui suite à la crise ukrainienne. Énergie et matières premières. Or, moi j'ajoute eau, électricité, gaz dans un resto, c'est le même poids que le loyer. Hein. Dans un hôtel, vous additionnez les fluides, l'énergie, c'est le même poids que le loyer. Quand ça double, et nos taux de marge dans le secteur sont des taux de marge extrêmement faibles. On oublie de dire que c'est un métier de main-d'œuvre, il n'y a pas d'économie d'échelle, il faut un serveur pour tant de clients, un cuisinier pour tant de clients. C'est incontournable. On n'a jamais fait, on n'est pas dans le digital, on n'appuie pas sur un bouton pour vous amener vos plats. Hein. Donc aujourd'hui, on est dans une problématique de comment viabiliser nos entreprises. Quand j'entends parler des marins-pêcheurs qui refusent de sortir, parce que si... Gasoil trop cher. Gasoil trop cher, ça ne vaut pas le coup d'aller ramasser de la coquille Saint-Jacques. Nous, ça ne vaut pas le coup non plus d'ouvrir nos restaurants. Si aujourd'hui, on se prend l'augmentation de la masse salariale, l'augmentation de l'énergie, les loyers, je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai des adhérents qui ont pris 7% d'augmentation de loyer cette année. 7%, parce que c'est un indice mixte
qui ne prend pas que la construction, il prend la consommation aussi. Et les matières premières, excusez-moi, parce qu'il y a quand Et même... les matières premières, allez Le essayer beurre, d'acheter ce matin du homard ou des produits chers. Et même les Plus produits de 50%, base hein. valent très très cher, on l'a tous vu. Donc c'est une équation. Le risque, nous, c'est une paupérisation du métier, de rentrer dans un système de concept où il n'y aura plus de service, où Bah oui. le client fera son expérience, comme on dit aujourd'hui. Ça veut dire destruction. Non, parce que quand on dit Faire son le client, expérience, il se sert tout seul, quoi. les nouvelles expériences clients, c'est démerde-toi toi-même. C'est exactement ça. Do it yourself. Hein. Ça veut dire ça, tu vas te servir et tu te débrouilles. Ouais. Si on appelle ça encore un restaurant et un hôtel demain, nous, si on veut maintenir cette qualité de prestation et ce qui fait un peu l'honneur de notre pays et pas tomber dans le fast-food complet, il faut quand même trouver des dispositifs. C'est le sens des 35 propositions qu'on a fait aux candidats à la présidentielle. 35 propositions pour faire que le tourisme, dont nous sommes un des acteurs majeurs, Notamment le à Paris. CHRD, soit demain une source d'emploi, mais aussi source de création, de valeur, d'exportation. On a des beaux fleurons qui exportent dans le monde entier nos savoir-faire quand même. Mais Florent Malbranche, juste quelques mots, parce qu'on entend le caractère disruptif. On a eu ce débat d'ailleurs assez intense là, il y a quelques instants, mais vous dites, grâce à ce système, on peut sauver le métier. Grâce à mon modèle, on peut le sauver. Ou est-ce que c'est un modèle mixte? Non, mais bien sûr, Pascal Mousset, je caricature ma question pour aller à l'essentiel. Non, nous tout seuls, on ne va pas sauver le métier. C'est le mixte. Mais bien sûr. Non, mais je n'ai pas cette prétention. Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux. Non, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, c'est un métier. J'en parlais il n'y a pas longtemps là, sur un restaurant récemment étoilé qui a récemment sa première étoile. C'est sorti là, le Michelin. Là. Et en fait, on parlait le prix du menu, qui, moi je lui disais, en fait, c'est pas assez cher. Les salaires en cuisine, et en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces métiers qui sont plus... ça ne tient pas économiquement. Moi, je suis aussi chef d'entreprise. Il y a un moment, on fait les comptes, on additionne, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième élément... Donc, il faut payer les choses à leur prix, quoi. Exactement. Ouais. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut absolument revaloriser ces métiers. Comment, selon vous? Alors, c'est là où salaire nous, on intervient. Ouais. Non, alors, pas que. D'accord. Mais il faut redonner envie aux gens de venir travailler dans ce secteur. Et en fait, c'est une dynamique positive. Et là, on a un vrai rôle à jouer. Bien sûr. Quand on rend le métier plus supportable. Alors, il y a des contraintes. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle. Il y a des éléments sur lesquels on peut faire bouger sur le supportable, parce qu'on a compris que la double brigade, c'est pas jouable. Et vous y êtes d'accord. Mais est-ce que sur la pause, sur la coupure, sur l'organisation d'une obligation de jours de repos le week-end, est-ce que vous dites c'est jouable? Honnêtement, sur le salariat, du coup, le vrai contrat de travail, moi, j'ai assez peu d'avis. Je pense qu'il faut flexibiliser un peu, rendre du temps aux gens. Et c'est là où des solutions comme les nôtres peuvent venir. Si vraiment je mets le débat juridique de côté, juste le fait de pouvoir faire appel à des talents ponctuellement, à d'avoir ce que vous avez en fait aujourd'hui, ce petit carnet avec vient soulager les salariés. 15 personnes, ça vient soulager les salariés. Et nous, en fait, on permet de réaliser ça à l'échelle. Aujourd'hui, un bon utilisateur côté restaurateur de brigade, c'est quelqu'un qui a une cinquantaine, une soixantaine de freelance en fait, avec qui il peut collaborer régulièrement. Mais c'est le carnet à spirale de Pascal, quoi. Exactement. Il appuie sur un bouton, ils sont tous sollicités. Il peut, il y a une option où il peut solliciter uniquement ce petit carnet en fait. Il y en a un qui accepte. Ils se mettent d'accord ensemble sur les conditions de réalisation de la mission. Tac-lac. Et terminé. Donc ça vient soulager les équipes, c'est sûr. Nicolas Mancret, il y avait deux sujets. Enfin, il y a le rapport de subordination, on va pas y revenir. Il y en a un qui est bon et l'autre qui est plus compliqué. Celui qui est bon, c'est la fameuse activité partielle qu'on connaît tous maintenant depuis 2 ans. Il y a un cas de recours en activité partielle, c'est le texte de 2013, qui concerne les difficultés d'approvisionnement en matières premières. Donc ça veut dire que si on a une augmentation très forte du gaz, de l'électricité, des éléments de consommation... Ce qui est le cas en ce moment. Voilà, on pourrait imaginer, on ne le souhaite pas, mais si les professionnels du secteur sont touchés et qu'il faut, sur des périodes de moindre activité, imaginer de replacer des collaborateurs en activité partielle, on pourrait le faire sur ce fondement juridique. Et là, on n'a pas besoin de mouvementer, de modifier un texte qui existe déjà. Ça lui permet quoi aux restaurateurs, aux chefs d'entreprise? Ça va lui permettre, tout comme pendant la période du Covid, de faire travailler les salariés sur une partie du temps. Et le reste du temps, c'est l'État pris en charge par l'État, qui sera pris en charge via la fameuse allocation d'activité partielle. On y va à grands pas, Pascal Mousset. Il y a déjà à Paris là, on y est, bon nombre de grandes entreprises qui sont sous la PLD oui. du fait de la sortie Covid, parce qu'ils n'ont pas encore encaissé janvier, février, cette 5e
vague. Voilà. Mais là, on serait sur un autre cadre court, parce que Covid, c'était le 5e cadre court du texte. Là, on pourrait être sur le second, qui est les difficultés d'approvisionnement en matières premières. Maintenant, il y a un deuxième sujet, moi, que je vais évoquer, qui n'est pas pour maintenant, mais qui est pour l'année prochaine, ça va venir vite. C'est la problématique des bonus-malus pour les contrats courts. Tout à fait. Voilà. Donc, on rappelle vite fait le dispositif. C'est que si on a un taux de recours à des CDD ou des contrats précaires qui est supérieur à une moyenne, qui sera apprécié en fin d'année, eh bien l'année prochaine, le restaurateur supportera une cotisation de financement du régime Pôle emploi qui vient de changer de nom depuis quelques jours. France, oui, il est en train de... Voilà, c'est en train de France changer de nom. Travail. Et bien cette cotisation va augmenter. Donc ça va être une charge supplémentaire pour les employeurs. Le dispositif est catastrophique pour les traiteurs. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Je tiens à le dire, pour les traiteurs, qu'ils soient petites, moyennes tailles, toutes les entreprises familiales de traiteurs qui accompagnent les consommateurs sur les mariages, les réceptions, pour eux, c'est dramatique ce dispositif. Parce que ce sont des contrats Les restaurateurs utilisent à la marge les contrats courts. Les traiteurs, c'est par nature de leur activité. Il y a une saisonnalité dans leur activité, il y a des pics d'activité. Il y a le pic des mariages, juin, juillet. Comment vous pouvez échapper à ce malus quand vous êtes traiteur? Moi, je ne sais pas faire. Il faut peut-être que la branche réfléchisse à réintroduire une notion de contrat de travail intermittent. Juste, c'est intéressant le débat qu'on a. Difficulté. Ah oui, la notion d'intermittence. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on travaille sur une. Au temps partiel annualisé, mais on n'avait plus le droit de le faire, ça, le temps partiel annualisé. C'était un dispositif qui était très souple dans les années 2000. Moi, je l'ai utilisé, c'était très souple pour le collaborateur aussi. Florent Malbranc sourit parce que lui, il propose un autre modèle. Non, mais vous sentez loin, finalement, ces sujets qui sont un peu de droit du travail. Non, c'est pas qu'on sent. Et je le dis sincèrement. Non, mais moi, je trouve que ça montre la déconnexion totale entre typiquement une décision comme celle du bonus-malus et la réalité du terrain. C'est impossible. Impossible. En fait, et puis il faut arrêter de voir le CDI comme un graal absolu aujourd'hui. Nous, nos utilisateurs, ils veulent pas retourner en CDI, ils sont contents. On ne dit pas qu'ils vont être contents tout le temps comme ça. C'est pas. Mais dans ce moment-là, à ce moment-là de leur vie, en fait, ils n'ont pas envie. Il faut arrêter de vouloir les forcer par une contrainte sur les entreprises. Puis en plus, c'est très français, je trouve, d'aller mettre un malus, alors qu'en fait, on est en train de parler de revaloriser un secteur. Ça donne une image extrêmement négative. Je trouve que c'est pas très intéressant. Je ne sais pas si on l'a vu à l'antenne, mais il y a cette petite animation qui a été réalisée sur quelques chiffres, parce que c'est intéressant de voir que l'hôtellerie, café, restaurant est le premier recruteur de France. Je veux dire, il faut quand même le rappeler. Et quand vous dites que vous n'êtes pas premier recruteur de France, 220 000 non-salariés, 200 000 établissements, 6e employeur de France et premier recruteur de France, vous l'évoquiez, parce qu'à un moment donné... nous embauchons des collaborateurs qui sont sur le bord de la route. C'est-à-dire dont l'école ne veut plus, dont les parents ne veulent des fois plus s'occuper, des collaborateurs qui viennent de tous horizons, de toute culture. Et nous sommes un formidable ascenseur social, il faut le dire. Et quand on cherche à revaloriser le secteur, il faut prendre des témoignages, il faut aller chercher des gens qui ont démarré dans ce métier sans rien, juste avec leur énergie, leur bonne volonté, et qui ont aujourd'hui des belles réussites. Et il y en a beaucoup dans le secteur de la restauration. C'est vrai. Et aujourd'hui, tous ceux qui quittent la restauration et qui sont chassés par d'autres secteurs, la santé notamment, moi j'ai plein d'exemples de collaborateurs qui sont partis de la santé, ils sont extrêmement appréciés parce qu'ils ont appris dans le secteur de la restauration une souplesse, agilité, la gestion contact, du stress, la capacité d'agir dans l'urgence, la capacité de travail, ils ont plein de compétences. Et c'est une formidable école de la vie, psychologique aussi, la relation psychologique dans le management. C'est très important de signaler que dans nos métiers, on apprend la vie. C'est une école de la vie. Un dernier mot. Oui, si vous regardez l'étude, j'ai oublié le nom de l'étude qui est sortie, mais sur les métiers de 2030, on a tendance à avoir un monde de demain qui serait complètement technologique. Les métiers qui recrutent le plus en 2030, c'est les métiers manuels. Restauration. Bah oui. C'est les métiers du soin et de la santé, qui sont des métiers qui ne seront jamais automatisés. Et je le dis aussi bien comme une demande, comme une affirmation, je ne veux pas aller au restaurant et être servi par un robot. Ça commence, j'ai vu qu'il y avait des robots qui servent. Qui font des pizzas. Oui, mais ce n'est pas l'expérience qu'on a envie d'avoir. Évidemment. Et donc ce sont des métiers humains, qui sont des métiers de savoir-faire, qui sont des métiers de compétences, qui sont des métiers de terrain, de présence et de contact. Avant de nous quitter, Pascal Mousset, il y a cet établissement que j'ai parlé, vous avez 5 établissements, vous avez beaucoup de salariés, vous avez une belle entreprise. Est-ce que vous, au-delà de vos établissements, vous êtes un peu inquiet quand même pour l'avenir? Parce qu'on voit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre.
on voit qu'il y a des difficultés de prix qui augmentent. Vous devez avoir déjà là, des adhérents qui vous disent, moi, si ça avance pas plus vite, qu'est-ce qu'il faut faire? On baisse la TVA? Qu'est-ce que le gouvernement ou le pouvoir qui arrive doit faire? La TVA. Elle a baissé. Elle a baissé. Oui, Aujourd'hui, dans les propositions que notre organisation, le GNI, fait, celle qui me paraît la plus importante, c'est d'avoir une règle au niveau des charges sociales sur les entreprises à forte intensité de main-d'œuvre qui soit beaucoup plus raisonnable. Alors, c'est le bâtiment, c'est la santé, les soignants, etc. Et c'est la restauration. Que ces trois secteurs, qui sont dans la même OPCO aujourd'hui, dans le même centre de formation, ils aient un régime dérogatoire en matière de niveau de charge sociale. Baisse de charge. Voilà, parce que dans nos métiers, il n'y a pas de productivité. On ne peut pas améliorer la productivité. Donc, il faut qu'on ait un niveau de charge sociale qui soit moins élevé que le reste des secteurs. Je pense que ça, c'est le plus important. Parce qu'il y a une rupture d'égalité devant la loi. Après, Conseil d'État, là, c'est le juriste ensuite qui va parler. Mais je pense que c'est très important parce que c'est des métiers... Il peut y avoir une dérogation. Enfin, l'Assemblée peut voter... C'est compliqué parce qu'il y aurait un sujet de constitutionnalité... Face au Conseil constitutionnel. D'une telle loi. Avec même si tout le monde comprend l'intérêt... et un ministère du Tourisme de plein droit. C'est-à-dire un ministère du Tourisme qui dépend du Premier ministre, qui serait... Parce que c'est 7-8% du PIB. C'est le poumon de votre économie, en tout cas pour Paris, à minima, qui a eu évidemment, les touristes reviennent à peine. Vous confirmez que les touristes reviennent? Les hôteliers sont contents là, pour les 2 mois qui viennent. Les quartiers touristiques, les restaurants, les cafés, c'est très dur. La Défense, c'est une catastrophe. C'est vide. C'est vide et beaucoup d'entreprises vont aller au tapis, ça c'est certain. Merci à vous pour ce débat passionnant. Merci d'être venu nous éclairer sur ce nouveau modèle que vous défendez avec des professionnels indépendants qui vont ensuite se dispatcher dans des établissements à Paris et ailleurs d'ailleurs. Merci à vous, Florent Balbranc. Vous êtes le PDG de Brigade sans eux pour faire international. C'est ce que vous avez dit au début. Pour être international. On est disponible au Royaume-Uni aussi. Et le Royaume-Uni. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à Pascal Mousset, président du GNI Paris Île-de-France, avec des négos qui sont en cours. Mais ce n'est pas vous qui menez ces négociations, mais vous les suivez de près. Et merci à Nicolas Moncret, avocat en droit social au barreau de Paris. Merci d'être venu nous éclairer. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement et le mental, parce qu'il faut aussi du mental quand on cherche un emploi.